Je vais me présenter, donc Julien Gillet-Debain, moi je suis le directeur Capital France. Je m'occupe à la fois de sourcer des projets qui arriveront un jour sur la plateforme et aussi l'animation de toute la communauté d'investisseurs qui peuvent être amenés à investir sur ces projets. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse justement un tour de table de l'ensemble des intervenants ce soir. Chacun puisse se présenter en quelques mots un peu rapidement, puis après on rentrera un petit peu plus précisément dans le déroulé du webinaire. Ça vous va? Très, très bien. Peut-être Éléonore pour commencer. Bonjour, Éléonore Piau de Villars, patiente et patiente partenaire très engagée sur les questions de qualité de vie comme les neuropathies. Bonsoir, Nadège Goignant, également partenaire, patiente partenaire, et je vais vous apporter mon témoignage pour que vous puissiez comprendre les enjeux. Bonsoir à toutes et à tous, Dr Stanislas Quesada, oncologue médical, clinicien chercheur spécialisé dans les cancers gynéco-pelviens à l'Institut du cancer de Montpellier, effectivement très au fait de cette toxicité très fréquente et importante pour nos patientes et très intéressé par les soins de support. Très bien. Et l'équipe Saxol, je vous laisse vous présenter. Victor, je te laisse y aller. Oui, bien sûr. Victor Jaurès Pérez, j'ai une formation biologiste, de biologie, concernant dans l'industrie pharmaceutique, 15 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, pardon. Je suis le directeur scientifique et directeur des opérations de Saxol, le programme qui sera présenté aujourd'hui plus dans les aspects humains. Nous avons déjà effectué des webinaires sur les aspects scientifiques et nous vous invitons à consulter sur la page de Capital Cell. Et merci Victor. Donc Philippe Bordeaux, moi je suis le président de Saxol, donc co-organisateur avec Julien de Capital Cell. Quelque part, je représente toute l'équipe Saxol qui porte un projet pour lutter contre les neuropathies périphériques. Et avec Capital Cell, nous avons décidé d'organiser ce webinaire pour mettre un peu plus en valeur ce qu'étaient les neuropathies périphériques. Et pour cela, je remercie nos trois intervenants du jour, Nadège et Éléonore, qui sont deux patientes qui vont vous en parler clairement de ce qu'elles ont souffert, de ce qu'elles en souffrent encore aujourd'hui. Et Stanislas Quesada, donc, qui est également membre du comité scientifique et médical de Saxol, qui nous accompagne dans toutes nos réflexions et dans le cadre du développement pharmaceutique. On va passer peut-être la main maintenant à Nadège, qu'elle nous parle un petit peu de son expérience, à moins que Julien, tu veux y rajouter quelque chose? Vas-y, non, l'idée c'était justement, je voulais juste expliquer rapidement le fait qu'on, dans un premier temps, on va plutôt avoir un regard un peu sur le côté patient. Après, on aura le regard du clinicien, et puis après, elle sera l'équipe Saxol, plus reprendre un petit peu le sujet sur une vue un peu plus globale euh, du projet et en perspective par rapport à tout ça, si ça vous va. Très bien. Donc, Léonore, Nadège, effectivement, on vous laisse la main. Merci. Alors, je vais me lancer. Voilà, je m'appelle Nadège, je vais avoir 49 ans dans 2 jours. J'ai découvert mon cancer du sein en décembre 2023 et par la suite, on a découvert que j'avais une mutation du gène PALB2. Donc, il va y avoir encore plein de traitements après parce que là, je suis encore en traitement. Et donc, j'ai dû avoir une chimiothérapie qui m'a engendré des neuropathies périphériques. Et ça s'est manifesté par des picotements très, très désagréables dans les pieds, les mains, une vision qui s'est un petit peu floutée et puis une peau qui était beaucoup plus douloureuse qu'avant. C'est-à-dire qu'au toucher, euh, c'est- on effleurait, ça faisait mal. Les picotements, ça a été la pire des choses parce que du coup, ça se provoque avec la chaleur. Donc, quand on veut faire une vaisselle, quand on veut se laver simplement, hein, prendre une douche, ça les déclenche encore plus fort. Donc, pendant la chimio, on m'avait proposé des chaussettes et des gants froids pour atténuer ces picotements. Mais une fois sorti de la chimio, dans la maison, dans la vie de tous les jours, ça revient sans arrêt et de plus en plus fort. Donc, du coup, ça engendre comme impact, par exemple, l'écriture. Je pouvais plus tenir un stylo parce que c'était compliqué avec les picotements, les objets, la marche.
On dit qu'il faut se maintenir en forme pour continuer les traitements, tout ça que c'est important. La marche, bah, c'était compliqué aussi. Ça impacte aussi sur le sommeil parce que ça réveille la nuit, ça fait mal, donc on dort moins bien, on se fatigue beaucoup plus vite. On a des difficultés de concentration du coup, parce que quand on lutte contre ces désagréments, eh ben, on a du mal à être dirigé sur autre chose. Du coup, je ne pouvais plus conduire non plus, parce qu'on ne sait pas quand c'est que ça va se déclencher, et puis comme c'est assez fort, ben, on ne sort plus. On a une vie sociale qui est beaucoup plus restreinte, une indépendance qui est également restreinte. On devient plus irritable forcément, puisqu'on a du mal à supporter, donc ça impacte aussi sur l'entourage, la famille, le conjoint, les enfants, les amis, puisque du coup, on va s'isoler de plus en plus et comme on est irritable, ben, on va être de plus en plus désagréable, même si c'est pas notre envie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, on n'a pas de traitement finalement pour résoudre ce problème de neuropathie périphérique. Et j'ai beau avoir un moral très positif, il y a un moment donné, ça pèse énormément sur le moral. C'est pour ça que cette trouvaille est très, très intéressante. Comme ça, on n'aurait plus à lutter contre ça déjà, puisqu'il y a bien encore plein d'autres effets indésirables. Ce serait déjà un gros soulagement à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très important. Et en tant que patient partenaire, j'aimerais bien emmener ça, vous aider à emmener ça le plus loin possible. Je vous remercie pour mon écoute. J'espère que j'ai pu être assez claire. Merci, Oui, ouais, merci merci Nadège. beaucoup. Et Éléonore, peut-être? Alors, moi, je vais vous parler avec mes 3 casquettes. D'abord, casquette de patiente. J'ai été touchée par un cancer du col il y a 15 ans. Donc, voilà, j'ai 50 ans, j'avais 35 ans. J'ai eu une chimiothérapie au cisplatine. Et ça m'a beaucoup impactée, entre autres via les neuropathies périphériques. Il se trouve que j'étais très sportive et que je faisais de la compétition, notamment en natation et en triathlon. Et l'impact des neuropathies a été assez important. Je m'entraînais en bassin extérieur toute l'année, même l'hiver. J'avais repris assez vite dès que j'ai eu l'aval des chirurgiens, même pendant mes traitements. Et l'incidence a été très importante en termes de ressenti au niveau des températures, au niveau des mains et au niveau des pieds. Je m'entraînais 4 fois par semaine, même en étant toujours dans mon année de traitement, hein, ce qui était, je crois, qui est assez rare. Et je peux vous dire, j'avais l'impression de nager dans ma piscine avec des blocs de glace au bout des doigts et des blocs de glace au bout des pieds. On parle de l'importance de l'activité physique dans le traitement d'un cancer, que ça soit en prévention secondaire ou en prévention tertiaire pour les récidives. Alors c'est moins prouvé pour mon cancer du col, hein, c'est pas hormonodépendant, mais c'est important de bouger. Et comment bouger quand on a des neuropathies aux pieds ou aux mains? Donc on nous dit bouger, bouger, mais voilà. J'avais aussi perdu de la motricité fine, c'est-à-dire que c'est bête. Mon mari me proposait d'aller au golf. Très bien. Comment je tiens mon club de golf? J'avais l'impression d'avoir 2 mains gauches. La motricité fine, c'était tout simplement, je sortais de ma piscine, je voulais accéder à mon vestiaire de piscine. Je n'arrivais pas même à saisir ma clé et à ouvrir mon vestiaire. Et Nadège en a parlé. Reprendre ma voiture, conduire, je n'arrivais pas à tenir mon volant. Ces neuropathies ont duré à peu près 2 ans. Donc j'ai trouvé que c'était quand même une toxicité sur une durée à moyen terme. Je n'avais pas forcément été prévenue de cette toxicité. Ce qui va impliquer ma deuxième casquette. Je me suis investie très fortement. Le docteur Quesada nous connaît chez Imagine, donc une association de patientes atteintes de cancer gynéco-pelvien, col, endo, vagin et ovaire. Et on a beaucoup de patientes qui sont touchées par des neuropathies et qu'en plus, on a beaucoup de patientes en essai clinique parce que c'est notamment le cancer des ovaires, voilà, qui récidive beaucoup. Donc, elles rentrent beaucoup dans les essais cliniques. Elles ont beaucoup de toxicité. Donc, en plus, avec le neuropathie, c'est pas forcément facile à gérer.
Ma troisième casquette, c'est que je suis aussi éducateur médico-sportif en oncologie. J'ai été éducateur Camille. Donc, je donne des cours dans les services d'onco, notamment, et dans les services douleurs. Donc, je fais travailler les patients et les patientes qui sont touchés par des neuropathies, par l'activité physique. On mobilise les extrémités, on va faire des petits jeux, on va essayer de faire en sorte de leur faire un petit programme pour qu'à domicile, ils puissent un petit peu appréhender ces pertes de mobilité dues aux neuropathies. Dernière casquette, je me suis formée à l'éducation thérapeutique à la fac, un master en éducation thérapeutique. J'interviens dans des programmes d'OTP où là, on agit sur la qualité de vie. Je suis notamment patiente partenaire à l'Institut Curie, où on a des programmes transversaux intercancers et où effectivement les patientes et les patientes nous font remonter ces plaintes-là qui amènent, Nadège en a parlé, de la fatigue, de l'épuisement, de la douleur. Ça vient atteindre la sphère psychique et la sphère cognitive. Donc, c'est vraiment un tout global sur la qualité de vie qu'il faut prendre dans la vie des patients et des patientes. Et je disais à Philippe, j'ai la chance comme patiente partenaire de faire partie du comité de relecture des essais thérapeutiques pour la Ligue. Donc, je relis tout cancer confondu, les notices d'information patients. Et c'est vrai que j'insiste énormément pour que tout ça soit bien pris en compte dans les traitements. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Oui, ben, enfin, en plus cet aspect relecture des dossiers par les patients, je pense que enfin, des essais comme ça par les patients, c'est essentiel. Il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait même nous, un travail avec Voisin Consulting à Paris, sur lequel Emmanuel Voisin a expliqué, parce qu'elle agit pas mal aussi pour rappeler aux jeunes entreprises l'intérêt et l'importance pour une réussite sur les essais cliniques, de bien impliquer les patients, justement pour être sûr de bien avoir une vision complète sur les projets. Docteur Quesada, en disant ça, je pense que je vous apprends pas grand-chose, mais je vous laisse la main pour parler tout particulièrement justement des neuropathies périphériques chimio-induites. Merci beaucoup. Alors pour ma part, pour essayer de... Le partage n'est pas activé parce Hop, que j'ai préparé un excusez-moi. petit diaporama puisque j'ai la lourde mission de tenter de faire le trait d'union entre effectivement, et c'est très bien d'avoir démarré par les expériences, les retours d'expérience et les perspectives patientes de Nadège et d'Éléonore parce que nous sommes médecins pour soigner nos patientes et effectivement, les neuropathies périphériques chimio-induites sont vraiment à l'opposé des biomarqueurs que l'on suit au quotidien. Il n'y a rien de plus simple que d'évaluer une thrombopénie, une anémie. Ce sont des chiffres, c'est quelque chose de très facilement, entre guillemets, mesurable. À l'opposé, nous avons tout ce qui est du domaine du symptôme, mais qui va être au cœur de la vie de nos patientes. Une consultation d'oncologie médicale, c'est 30-45 minutes tous les 2 à 3 mois. On enlève ces 45 minutes, c'est la vie de nos patientes au quotidien et ça a été très justement rapporté. Donc, c'est vraiment au cœur de la prise en charge de nos patientes. Alors, hop, Normalement, vous pouvez parfait. partager. Je peux partager. Voilà, c'était l'introduction, le temps de pouvoir partager. Dites-moi si vous voyez mon écran. Alors, c'est pas encore arrivé. Ça nous dit que c'est... Voilà, c'est bon. C'est bon. Parfait. Donc, effectivement, c'est un très grand plaisir de pouvoir partager avec vous et d'essayer là de faire une dizaine de minutes un peu le panorama de ce que sont les neuropathies périphériques chimio-induites et donc le lien avec la cancérologie. Donc, si je peux passer, voilà, mes liens d'intérêt. J'ai essayé de faire, voilà, un petit plan en abordant tout d'abord la physiopathologie, les neuropathies périphériques, c'est quoi d'un point de vue définition médicale? L'incidence selon le classe de molécules, et nous allons voir que selon le type de molécule, vous allez avoir des neuropathies périphériques différentes en termes d'intensité, d'incidence, mais aussi de symptômes rapportés par les patientes et les patients, le retentissement sur le parcours des patients et des patientes pour vraiment comprendre l'importance que ça peut avoir, la prise en charge actuelle, et ça a été abordé tout à l'heure par Madame Goignan, et effectivement, nous sommes un peu limités à l'heure actuelle, si ce n'est dire plus. Et enfin, les perspectives, puisque
On peut entendre souvent que la chimiothérapie, c'est un petit peu de l'histoire ancienne, mais loin s'en faut. La chimiothérapie, on l'utilisera dans les 10-20 prochaines années, et même les nouvelles médications ne seront pas exemptes de toxicité. Donc, si on fait un peu une synthèse sur les neuropathies périphériques, tout d'abord, avant de parler d'atteintes spécifiques aux neuropathies périphériques liées à la chimiothérapie, ce sont tous les symptômes, ce sont vraiment des symptômes causés par une atteinte de vos nerfs périphériques. Ça peut être les nerfs ascendants. On va donc avoir un aspect sensitif vis-à-vis de la perception, le tact, la percussion, les vibrations. Sensoriel, on en parle très peu, mais ça va être aussi les sens qui peuvent être atteints, le goût, l'odorat, l'ouïe, et bien sûr le ressentiment de la douleur. Moteur, ça va être sur les mouvements. Et un troisième versant qui est encore moins abordé parce qu'il est d'autant plus difficile à évaluer, ça va être toute la dysrégulation du système nerveux autonome. Je reviendrai dessus tout à l'heure. D'un point de vue épidémiologie, à peu près 10 millions de personnes sont traitées par chimiothérapie par an dans le monde. L'incidence des neuropathies périphériques chimio-induites va être variable selon le type de traitement utilisé, mais pas que. Et il est estimé qu'à peu près 15 à 25% de patients atteints de cancer sont susceptibles de développer une douleur neuropathique. Donc, il y a vraiment les différents aspects, l'aspect symptomatologie aiguë, symptomatologie qui va s'installer dans le temps, qui va être encore plus incommodante pour les patients et les patientes, puisqu'une symptomatologie aiguë peut être perçue comme le prix à payer, le temps de la chimiothérapie, même si on peut l'améliorer, c'est toujours mieux, mais le plus complexe, c'est quand derrière, ça s'installe dans le temps et que ça devient une toxicité chronique au long cours. Et ça a été très bien rapporté par les deux interlocutrices. La complexité, là, c'est ma casquette de clinicien, c'est que ça va s'entremêler aussi aux neuropathies qui peuvent être liées au cancer, des syndromes paranéoplasiques, je ne rentrerai pas dans le détail, des compressions nerveuses par la maladie elle-même qui peuvent rajouter des douleurs à la douleur, les comorbidités des patients, diabète, alcool, ça peut être les maladies auto-immunes, ça peut être des carences vitaminiques, où tout ceci va faire que appréhender les neuropathies chimio-induites en une seule approche sans individualiser la prise en charge des patients, c'est d'autant plus complexe. Et il y a aussi le versant iatrogénie, les médicaments qu'il peut y avoir en plus, et idiosyncrasie, c'est le thème pour dire que finalement, chaque individu va être différent dans sa perception. On peut prendre l'exemple, ça a été abordé tout à l'heure par Éléonore, entre une personne dont l'activité sociale, l'activité sportive, l'activité professionnelle va être liée à la nécessité typiquement d'avoir un tact fin, ça peut avoir beaucoup plus d'impact dans la vie de tous les jours. Si on reprend la synthèse, les trois types de symptômes que l'on peut avoir avec les neuropathies périphériques chimio-induites, le versant sensitif, alors là, ce sont les termes médicaux, mais après, on va aussi le plus complexe, c'est de voir la transposition entre des termes médicaux que vous aurez dans les livres de médecine et la perception patient. Dysesthésie, paresthésie, ça va être des sensations non douloureuses, des fourmillements, des picotements, sensations d'engourdissement au niveau des mains et des pieds, puisque c'est principalement longueur dépendant, donc principalement touchant les mains et les pieds. Une hyperalgésie, une allodynie, ce sont des douleurs qui peuvent être constantes ou intermittentes, souvent rapportées comme sensation de brûlure, de choc électrique, de décharge électrique. La perte du tact épicritique, ça va être la difficulté au toucher fin et à la proprioception, c'est-à-dire la capacité à se repérer dans l'espace. Et là, on peut penser notamment dans les cancers de l'ovaire, des patientes d'un certain âge, le risque de chute ou la perte d'autonomie. Donc, on va avoir un impact important. Et tout ce qui va être sensoriel, le goût, l'odorat, l'audition, où on sait que nos patientes traitées par chimiothérapie vont avoir une moindre appétence pour se nourrir. Et par-dessus ça, on rajoute un trouble du goût qui va encore plus complexifier la prise en charge et le suivi. Les symptômes moteurs, principalement, se manifestaient initialement par une faiblesse musculaire, des crampes, voire aller jusqu'à la perte des réflexes et perte de force motrice. Et enfin, les symptômes autonomes, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure, ce sont des symptômes encore plus difficiles à appréhender puisque ça se mélange dans un magma des différents autres symptômes et qui seront l'hypotension orthostatique, c'est la régulation de la tension artérielle, problèmes cardiovasculaires, dysfonction urogénitale et notamment on peut aller jusqu'à des dysfonctions sexuelles. Et enfin, la gastroparésie, c'est la capacité à l'estomac
à faire ce qu'on appelle le péristaltisme pour vider l'estomac. Donc, des patients qui déjà et des patients qui ont des difficultés à se nourrir, on modifie le goût et en plus, l'estomac travaille moins vite. Pour la physiopathologie, je ne vais pas vous faire un cours parce que ça pourrait prendre, je regarde Philippe, ça pourrait prendre à peu près 4 heures pour faire le comment du pourquoi. Quelque chose de très intéressant, c'est qu'on sait que c'est multifactoriel. On va avoir les microtubules qui sont altérés par beaucoup de chimiothérapie. La production de ROS sont des espèces réactives de l'oxygène, la dysrégulation des ions, l'ADN qui va être lésé et surtout la neuroinflammation. Retenez le message clé, neuroinflammation, un système inflammatoire et les neurones qui vont avoir beaucoup moins de facilité à se régénérer, notamment par ce stress oxydatif. Et on a appris beaucoup des neuropathies périphériques chimio-induites, des autres types de neuropathies, notamment les neuropathies liées au diabète et liées à l'alcool. Donc finalement, les mécanismes sont globalement les mêmes et recoupants. L'incidence maintenant, si on s'intéresse, je vous ai dit, voilà, l'incidence globale, ça va être principalement dépendant de la molécule que l'on va utiliser. Je ne rentre pas dans le détail de l'endroit dans les lésions que ça va faire sur le neurone. C'est pas un cours de médecine, mais je vais revenir quand même sur un point important. Vous voyez, je vous ai mis les principales classes de chimiothérapie qui produisent des neuropathies périphériques chimio-induites, CIPN, les sels de platine, cisplatine. Tout à l'heure, Éléonore parlait de sels de platine. Le cisplatine, qui est beaucoup utilisé dans les cancers gynécopelviens, ORL, et l'oxaliplatine, qui est utilisé dans quasiment tous les cancers digestifs. Donc, c'est une molécule qui fait partie du cœur de la prise en charge. Les taxanes et les vinca-alcaloïdes, vous voyez, celle de platine, 70 à 100% de neuropathie périphérique chimio-induite. Les taxanes et les vinca-alcaloïdes, on oscille entre 30 et 70%. Pour bien retenir, que ce soit les taxanes ou les vinca-alcaloïdes, c'est vraiment les molécules qui sont le cœur de la prise en charge de nos patientes, que ce soit pour les cancers du sein ou les cancers gynécopelviens. J'espère de tout cœur que l'évolution des thérapeutiques fera que, mais avant de déboulonner ces médicaments qui, bien sûr, peuvent être toxiques, mais sont aussi surtout efficaces pour nos patientes, ça ne se fera pas demain. Le point encore plus important, et ça sera important bien sûr qu'on en rediscute avec Éléonora et Nadège, c'est que par-delà la toxicité que vous avez, les chiffres en noir, qui est la toxicité aiguë durant la chimiothérapie, la prévalence à long terme de ces toxicités au-delà de 6 mois est de l'ordre de 30 à 40%, selon différents types de toxicité. Alors, je vous ai remis ici, effectivement, mais on va pouvoir avancer, on pourra revenir dessus plus à même si nécessaire. Alors, cette revue toute récente est intéressante pour justement vous faire un peu la synthèse avant que je vous parle un peu de la prise en charge. Vous voyez, symptômes sensoriels, symptômes moteurs, symptômes de dysautonomie, les différents types de mécanismes dont je vous ai parlé et surtout tous les facteurs de risque qui vont être par-delà la classe que l'on va utiliser, qui est en haut à gauche, l'individualisation du patient. Et même, j'aurais rajouté plus que non-génétique factor, c'est patient perspective, patient préférence. Et les traitements, tout ce qui est ici, ça a déjà été essayé en prévention. Aucun traitement à l'heure actuelle n'a montré son efficacité. Je parle de traitement pharmacologique. On reviendra un peu dessus tout à l'heure. À l'heure actuelle, ce que l'on a comme traitement efficace, c'est une fois que vous avez la neuropathie périphérique qui est en place, et on ne peut jouer à l'heure actuelle que sur le versant douleur. C'est-à-dire qu'une patiente, malheureusement, qui vient en consultation, qui me dit, docteur, j'ai une perte de sensation au niveau des mains liée à la toxicité liée au paclitaxel, par exemple, où j'ai une perte de force motrice, la kinésithérapie pourra un peu aider, mais on ne peut que très rarement réverser les choses. Maintenant, intéressons-nous sur la perspective clinique et le passage vers le patient. Nous, c'est très simple, entre guillemets. Je vous ai mis comment nous allons coter en pratique clinique. Vous voyez, c'est très simple, la cotation que l'on appelle CTCAE. J'ai les neuropathies motrices périphériques, périphériques sensitives. Ça va du grade 0, qui n'est pas indiqué ici, pas de toxicité, jusqu'au grade 4, mise en jeu du pronostic vital. Mais vous voyez, en le lisant, la difficulté à classifier. Asymptomatique, diagnostic à l'examen clinique uniquement, pas de traitement, symptômes modérés interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne. Alors, on peut avoir des outils, mais
Que veut dire les activités instrumentales de la vie quotidienne selon la patiente, selon son âge, selon ses activités professionnelles, sociales? C'est sûr que les activités instrumentales, faire sa toilette, pouvoir gérer son hygiène minimale, etc., c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour avoir une vie épanouie, d'autant plus dans le contexte d'un cancer et de sa prise en charge. La partie de droite, c'est un questionnaire que l'on utilise beaucoup pour justement appréhender ce que l'on appelle les douleurs neuropathiques, qui vont être très différentes de ce qu'on appelle les douleurs par excès de nociception, c'est-à-dire les douleurs si je me coupe, si je me brûle, si j'ai une fracture, où on sait que les antalgiques de type Doliprane, et on peut aller jusqu'à la morphine, peuvent être efficaces. Les douleurs neuropathiques vont avoir une symptomatologie très différente et une réponse médiocre aux antalgiques classiques. Ça va être très simple. Vous posez 4 questions. Est-ce que vous exprimez brûlure, sensation de froid douloureux, décharge électrique, fourmillement, picotement, engourdissement, démangeaison, la localisation avec l'hypoesthésie, la perte de sensation. Et justement, c'était apporté tout à l'heure par Nadège qui disait le simple frottement est douloureux. Alors que normalement, le simple frottement n'est pas douloureux. C'est ce que l'on appelle l'allodie. Là, je vous ai fait le versant très médical. Ensuite, on arrive déjà, et je n'ai mis vraiment qu'une, c'est intéressant parce que j'avais préparé les diapositives en amont et ça rejoint en partie ce qu'avaient dit les 2 premières intervenantes. Les patientes ne me disent pas, je dis les patientes parce que je suis centré sur le gynéco-pelvien, mais c'est la même chose pour les patientes traitées pour des cancers digestifs, ne me disent pas, docteur, je suis CTCAE2, je suis CTCAE3. J'ai des brûlures, des picotements, des douleurs en coup de poignard, je ne peux plus dormir la nuit, je marche sur du coton, le moindre effleurement est douloureux et des choses beaucoup plus. J'en ai marre, ça m'empoisonne la vie au quotidien. Je ne peux plus éplucher mes légumes dans les activités du quotidien. Je ne peux plus faire de sport. Je ne peux plus coudre. Je ne peux plus faire de la musique. Je ne peux plus jouer du piano. Vous voyez, tout peut être atteint selon la perspective de la patiente. Et vous devez apprendre toutes ces dimensions avec les 2 questionnaires dont je vous ai parlé et l'anamnèse. Alors aujourd'hui, on a développé, mais qui sont difficilement déployés en pratique clinique, des questionnaires très exhaustifs. Tout à l'heure, Éléonore parlait d'essais cliniques. Effectivement, ça, on sait très bien le faire quand on est en essai clinique. Vous êtes en essai clinique, on va vous faire des questionnaires de 20 pages où on va parfaitement coter des questionnaires de qualité de vie. À l'heure actuelle, c'est très difficile de le déployer en pratique clinique de routine. Je vous ai remis ici la prévalence effectivement des neuropathies périphériques chimio-induites avec des chimios dites neurotoxiques dont je vous avais parlé précédemment, principalement taxane, vinca-alcaloïdes et sel de platine. À 1 mois, 68% des patients l'expriment, 60% à 3 mois et 30% à 6 mois. Le retentissement sur la qualité de vie, ça a été abordé. Les douleurs chroniques, on sait que ça amène à un changement de l'estime de soi, une anxiété, une dépression. On peut développer un handicap sur la perte de fonction motrice, sensorielle, perte d'autonomie. Et tout ceci va faire un cercle vicieux. Ça a été abordé très bien, à juste titre. Manger, bouger, faites du sport. Mais oui, mais je ne peux pas facilement marcher, j'ai des douleurs. J'ai des douleurs, je dors mal. Quand je dors mal, ça va favoriser l'anxiété, la dépression, qui à leur tour vont favoriser que l'on perçoit encore plus la douleur. Et évidemment, derrière, des coûts directs et indirects pour la société et les patientes. Consultations spécialisées, les traitements, l'absentéisme, la réinsertion professionnelle qui peut être difficile. Qu'est-ce que l'on sait pour la dernière partie de mon topo aujourd'hui? Que nous disent les recommandations? ESMO, ce sont les guidelines européennes. ASCO, les guidelines américaines. Je ne vais pas rentrer dans l'hyper-détail, c'est simplement ce que je vous ai dit. À l'heure actuelle, en prévention, vous voyez, je vous l'ai mis en bas à gauche, c'est en anglais. De nombreux médicaments ont été évalués, même certains médicaments avec un sous-tendu par une hypothèse biologique, scientifique. Aucun essai ne s'est avéré concluant. On peut proposer au cas par cas l'exercice, l'acupuncture, mais ça reste très limité. Et vous voyez, même l'ASCO positionne que, je ne vous ai pas mis la liste, mais toute la liste des médicaments dont je vous ai parlé précédemment, les cliniciens ne doivent pas proposer ces médications, que ce soit les vitamines B, vitamine E, etc., la metformine, en dehors d'essais cliniques. Alors, peut-être que les choses vont bouger. 2 publications toutes récentes, peut-être que les choses vont bouger, mais il y aura la difficulté de la reproductibilité et la difficulté aussi du déploiement sur la prévention, c'est-à-dire je commence à traiter mes patientes avant que les toxicités émergent. Alors, bien sûr, évidemment, on espère de tout cœur que dans 3 à 5 ans, je puisse vous dire que la molécule développée
est déployable facilement, un comprimé à prendre, nos patientes sont traitées, pas de toxicité, meilleure qualité de vie et meilleure dose intensité, on reviendra dessus. Mais 2 essais randomisés, le premier à gauche qui a évalué l'impact de l'exercice sur la diminution non pas des neuropathies périphériques, mais de leur intensité. Alors vous voyez que statistiquement, ça diminue, mais c'est sous couvert de 6 mois d'exercice physique d'intensité modérée. Donc, il y a aussi la question de la faisabilité selon les patientes et les patients. En l'occurrence, les patientes, c'était chez les patientes atteintes de cancer de l'ovaire. La partie de droite, c'était chez les patientes atteintes de cancer du sein, traitées par paclitaxel ou docétaxel, et en fait, qui était leur propre contrôle. Main gauche, on mettait des gants froids, et main droite, c'était gants froids plus une compression de la main. Et nous voyons qu'effectivement, statistiquement, il y a une diminution de l'intensité de ces neuropathies périphériques, mais c'est un peu, pour m'être intéressé beaucoup aussi à l'alopécie, en fait, on suit un peu ce qui se passait pour l'alopécie, où on a eu pendant des décennies des casques qui avaient été proposés, des casques mécaniques, on mettait au congélateur, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ça marche parce qu'on a des casques réfrigérants automatiques, tout un système qui a un certain coût, mais qui peut aider. Donc, pour dire, ça commence un petit peu à bouger sur ce versant, mais la difficulté certainement d'applicabilité. Pourquoi c'est important de pouvoir vraiment demain appréhender des neuropathies périphériques et pouvoir diminuer leur incidence? Ce n'est pas juste pour dire c'est très bien pour nos patientes, c'est essentiel pour la qualité de vie de nos patientes, mais non seulement on altère leur qualité de vie, mais on altère aussi la quantité de vie des patients. Quand vous diminuez, vous devez diminuer dans 15 à 30% des patients la dose intensité, vous partez de 100% de dose théorique et vous devez diminuer, voire dans 10 à 20% des cas, arrêter. Et ça a un clair impact, que ce soit sur la rémission quand vous êtes en situation adjuvante ou sur l'efficacité thérapeutique. Je ne rentrerai pas dans l'hyper-détail, mais en fait, il y a une très grosse méta-analyse. Méta-analyse, vous compilez plein d'études et vous regardez l'effet. Et on voit que quand on diminue les doses, ce qui est logique a priori, mais montré scientifiquement, vous baissez l'efficacité des traitements et vous baissez l'effet sur la maladie cancéreuse. Impact avant toute chose sur la qualité de vie de nos patientes, mais aussi sur la quantité de vie. Si l'on s'intéresse maintenant, je vous ai parlé prévention, je vous ai parlé dose intensité, comment on traite aujourd'hui les neuropathies périphériques chimio-induites? J'ai un petit peu dit tout à l'heure, la majorité, tout ce qui a été essayé, acupuncture, exercice physique, compression, ça laisse des résultats médiocres. La seule chose que l'on peut faire aujourd'hui, et c'est la diapo d'après, c'est gérer les douleurs dites neuropathiques avec soit des traitements locaux qui vont être des emblâtres d'anesthésiants, la duloxétine qui fonctionne très bien, la gabapentine et les antidépresseurs tricycliques, mais qui peuvent fonctionner, mais au prix de toxicité notable pour nos patientes. Et on peut parfois aller jusqu'au patch de capsaïcine, qui est un extrait de piment. Mais tous ces traitements impliquent un coût, mais surtout impliquent, si on prend des médicaments par la bouche de type duloxétine ou gabapentine, des effets secondaires associés et un médicament à prendre au long cours. En conclusion, les neuropathies périphériques chimio-induites, complications fréquentes de la prise en charge de patients atteints de cancer, qui est sous-reconnu, sous-évalué, puisque c'est purement subjectif, mais même si on peut faire des électroneuromyogrammes au coup par coup quand on a un doute, mais on le sait, ça a un retentissement majeur sur la qualité de vie de nos patients, sur la dose intensité, alors que de prime abord, on se dit que ce n'est pas une toxicité à risque vital comme une anémie avec une hémoglobine à 6, oui, mais derrière, on a un impact sur la qualité des soins. En aigu, qualité de vie, diminution de la dose d'intensité, l'impact sur nos patientes, et en chronique, qualité de vie, handicap, impact socio-économique. Pas de mesure de prophylaxie à l'heure actuelle. On a l'essai Polar dont je vous ai parlé avec les gants réfrigérés associés à la compression. Mesures thérapeutiques limitées aux douleurs neuropathiques. Et c'est une problématique essentielle et d'avenir. Parce qu'effectivement, on peut entendre au coup par coup, non, mais la chimiothérapie, c'est le passé. Il y a la décennie des années 2000, c'était les thérapies ciblées.
Année 2010, l'immunothérapie, prix Nobel 2018. La décennie 2020, ce sont ce qu'on appelle les ADC, Antibody Drug Conjugate. Vous prenez un peu le meilleur des deux mondes, vous prenez un anticorps monoclonal qui va amener la spécificité, vous y adossez une chimiothérapie extrêmement forte. La problématique, c'est que la chimiothérapie va être toxique pour les cellules cancéreuses, mais aussi pour le corps. Et une revue de la littérature récente, la majorité des molécules de chimiothérapie que l'on accroche à ces anticorps, ce sont justement des chimiothérapies de type taxane et vinca-alcaloïde. Et donc, une méta-analyse faite sur tous les ADC utilisés aujourd'hui et qui vont l'être les 20-30 prochaines années, on a quasi 40% de neuropathie périphérique, dont 16,7% de grade 3. Grade 3, c'est perte de force motrice et perte de sensitivité impactant le quotidien de nos patients. Et je terminerai juste, et nous avons déjà abordé avec Philippe et Victor notamment, par ce que l'on appelle le chemobrain, qui est dans le même train et qui suit les mêmes voies moléculaires et qui pour moi est vraiment le sujet dont il faut s'emparer au même titre que les neuropathies périphériques. C'est l'ensemble des toxicités que l'on va avoir au niveau cérébral et donc qui vont conditionner des troubles neurocognitifs. Et ça, mes patientes et tous les patients et patientes traités par chimiothérapie le rapportent. Ça va être trouble de la concentration, trouble de la mémoire, des tâches procédurales. Et on peut espérer aussi qu'avec la médication développée, peut-être que l'on aurait un effet sur le chemobrain en parallèle. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et s'il y a des questions, je suis évidemment entièrement ouvert. Merci beaucoup. Ce que je propose, c'est peut-être que on enchaîne les présentations. Après, sur les personnes qui participent au webinaire, si vous voulez poser des questions, vous pouvez d'ores et déjà les rédiger dans la partie chat qui est disponible pour pouvoir justement faire remonter les questions et je me permettrai de les remonter. Philippe, je te Oui, laisse. je prends la main. Bah, tout d'abord, merci aux deux patientes, Nadège et Léonore, pour nous avoir fait partager un petit peu leur quotidien, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles vivent encore. Merci au docteur Quesada également pour nous avoir fait une overview des neuropathies périphériques chimio-induites. Moi, je vais repartir un petit peu de ça et dire ce qu'on fait. C'est-à-dire que oui, les neuropathies périphériques chimio-induites, il y a une composante douleur, mais il n'y a pas que ça. Et effectivement, dans les douleurs, il y a quelques produits qui sont utilisés, qui sont actifs quelquefois et qui fonctionnent bien chez certains patients. Néanmoins, ils ne fonctionnent pas sur tout. Et quand Stanislas parle à la fin de dire le chemobrain, donc c'est tous les problèmes cognitifs, bah, je pense que tout le monde comprendra facilement que l'usage d'un antidouleur, bah, ça ne marche pas. Alors certains vont vous dire les picotements, les échauffements, c'est pas grave, on vit avec. Je pense que Nadège et Léonore nous ont fait comprendre que c'est compliqué de vivre avec quand on n'arrive pas à tenir son crayon, quand on n'arrive pas à supporter un drap sur une main, sur une jambe. C'est pas que du confort. Donc aujourd'hui, j'aime à rappeler un élément qui me semble essentiel. Les agences du médicament, toutes, et en particulier les deux plus grandes, donc la FDA et l'EMA, reconnaissent qu'on est face à un besoin médical insatisfait. Donc aujourd'hui, c'est malheureux à dire, on est en 2025. Il y a plus de 10 millions de patients qui sont traités en chimiothérapie dans le monde. Il y a plus de 30% des patients, 6 mois après traitement, qui vont souffrir encore de neuropathie périphérique, sachant que durant les traitements, bah, les seuils montent beaucoup plus haut, on est plutôt à 60-70%, et pour cela, on n'a pas de traitement. Et les agences, donc, elles ont décidé de dire bah, il faut qu'on accompagne les entreprises qui développent des produits. Et Saxol, nous, on s'est lancé, et ça, je vais en parler un petit peu, sachant que je vous donnerai quelques éléments supplémentaires à la fin pour aller trouver toutes les infos. Euh, on s'est lancé en développant une série de composés qui inclut notre composé lead qu'on a appelé Carba-One, afin de répondre à ce besoin médical insatisfait. Alors, ce sont des composés, c'est toute une série de composés qui ont été découverts par le docteur Laurence Lafanecher, du CNRS, directeur de recherche au CNRS à Grenoble et à son équipe. Et ces composés, on a décidé de créer une société à partir de ça, et de les prendre en licence, et développer des médicaments pour lutter contre les neuropathies périphériques. Aujourd'hui, donc la société Saxol,
On lance le programme de développement sur lequel on travaille, donc toute l'équipe de Saxol travaille, incluant les chercheuses, depuis plus de 2 ans à ce programme de développement afin d'entrer en études cliniques chez l'homme au plus vite. Alors au plus vite, c'est pas en 2025, ça, malheureusement, ça ne sera pas demain, ni en 2026. On estime qu'au plus vite, on devrait pouvoir entrer en clinique en 2026, afin d'aller pouvoir être utilisé chez des patients souffrant de cancer et traités en chimiothérapie et d'être utilisé concomitamment avec nos produits. Et pourquoi on vise cela? C'est que ce que Laurence a découvert dans ses travaux de recherche, c'est que la série de composés Carba, et en particulier le lead compound Carba-1, c'est un composé neuroprotecteur. Et donc, c'est un composé préventif. Et donc, notre idée chez Saxol, c'est de dire, on ne va pas attendre que les patients souffrent, on ne va pas attendre qu'il y ait du dégât de fait. L'idée, c'est d'administrer en même temps que le traitement de chimio afin de prévenir l'apparition des problèmes neurologiques. Et c'est pour cela qu'on développe ce programme. Les résultats de R&D, le programme de développement, tout est disponible sur le site de la plateforme Capital Cell, avec qui on a décidé, en complément d'un investisseur US qui nous soutient, de faire une campagne de crowdfunding parce qu'on a pris le pari de dire, mais les neuropathies périphériques, ça ne concerne pas que les investisseurs, ça concerne avant tout vous, moi, nos voisins. On est tous concernés. Et je pense que si on donne tous la peine, on peut tous être acteurs de notre futur en disant, mais cet état de fait, demain, on peut éviter qu'il soit là. Donc l'idée chez Saxol, c'est développer un médicament, l'amener en clinique au plus vite. Donc au plus vite, c'est 2028. Donc pour cela, on s'est lancé avec Victor, Laurence, Paul, Lauriane. On a créé Saxol et aujourd'hui, on a le plaisir, parce qu'on peut le dire aujourd'hui, c'est de dire que notre investisseur US il nous soutient, la campagne en avance bien, que l'objectif qu'on s'était fixé, et je pense que Julien peut le dire, on l'a atteint. Néanmoins, donc l'objectif qu'on s'était fixé, c'est pour lancer le programme, on a besoin d'1,5 million, et ils sont atteints aujourd'hui. Néanmoins, si on a un petit peu plus, on pourra aller un peu plus haut et un peu plus vite. Donc c'est pour ça que la campagne, elle est aussi, rallongée de quelques jours. Mais tout ça, dans l'idée, c'est de développer ce traitement qui est issu de chercheurs français. Le plus possible, on va le développer le plus rapidement possible afin de tenir les délais que je vous ai annoncés, à savoir essayer d'entrer en clinique en 2028. Moi, voilà ce que j'avais à dire. Donc, bien entendu, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. On s'est mis à nu sur le site de Capital Cell. Alors, sur le site de Capital Cell, vous pouvez y aller, pas forcément en tant qu'investisseur. Ça, je tiens tout de suite à dire un mot, c'est si vous êtes investisseur et vous voulez rejoindre les 150 autres, bien entendu, vous êtes les bienvenus. Mais si vous voulez simplement vous informer, allez sur le site. On va juste vous demander un email et derrière, vous aurez accès à toutes les informations, que ce soit pour Saxol ou pour d'autres sociétés. Merci. Merci pour l'explication de Capital Cell, c'est très bien. Alors du coup, si parmi les spectateurs, là, vous avez des questions, c'est bien, il y a un bouton qui s'appelle questions-réponses qui est en bas à droite sur votre écran, sur lequel justement vous pouvez d'ores et déjà faire remonter des questions. Moi, j'ai besoin d'une confirmation auprès du docteur Quesada. Tout à l'heure, là, vous expliquiez que c'était au niveau des ADC, si j'ai bien compris, même avec les ADC, même avec un peu, j'allais dire, le tropisme naturel que va pouvoir du coup avoir le traitement grâce à l'anticorps on est encore à 16% de tox grade 3, si je dis pas de bêtises. J'ai plus les chiffres. Grade 3, c'est-à-dire, alors, le monde des ADC est en train de bouger, hein. C'est vraiment ce que je Oui. disais, c'est la classe de molécules de la décennie 2020. Je n'ai pas abordé en parallèle l'immunothérapie parce que le lien avec les neuropathies périphériques est ténu, mais en fait, les ADC, on n'a pas créé de nouvelles molécules de chimiothérapie, on a recyclé des vieilles molécules de chimiothérapie déjà connues, dans la vaste majorité, mais qui étaient trop toxiques lorsqu'elles étaient données toutes seules.
Donc l'idée, c'est de les accrocher aux anticorps, mais quand vous les accrochez aux anticorps, vous avez toujours une partie qui va se décrocher et se Ouais. balader dans la circulation. Donc en fait, un ADC, c'est une sorte de cheval de Troie qui va aller amener le poison à la cellule cancéreuse, mais vous avez toujours cette molécule de chimiothérapie qui se décroche et qui va faire les effets secondaires que l'on connaît des chimiothérapies, toxicité hématologique, mais qui est globalement transitoire, toxicité digestive qui peut être transitoire, mais aussi la toxicité de type neuropathie périphérique. Et donc, c'est vraiment une toxicité qui, un peu comme avec l'émergence des chimiothérapies il y a 30, 40 ans et plus, c'est que nous sommes tellement dans cette phase d'excitation clinicien et patient et patiente de se dire super, on a des nouveaux médicaments, donc meilleure survie. Et derrière, vous avez la lame de fond de se dire attention, c'est au prix aussi de certaines toxicités qu'il ne faut pas Mm. oublier au prix de l'innovation. Vous voyez? Donc, moi aussi, c'était une manière de dire, il ne faut pas se dire, oh, la chimiothérapie, c'est le monde du passé. Pas du tout, parce que vous avez l'incidence des cancers qui ne cesse d'augmenter. Vous avez notamment l'incidence des cancers dans le continent africain, continent sud-américain, et les standards thérapeutiques ne vont pas du jour au lendemain passer sur des toxicités totalement amoindries. Donc, c'est un challenge du présent et du futur, les neuropathies périphériques. Ok, merci beaucoup. Et Honor, je vois que vous avez levé la main, vous vouliez rajouter quelque Oui, chose? j'avais deux questions. Premièrement, est-ce que les neuropathies touchent aussi bien? Alors, je sais bien que le docteur Quesada s'occupe surtout des cancers féminins, mais est-ce que les neuropathies touchent aussi bien les hommes que les femmes? Première question. Et est-ce qu'on arrive à savoir, alors vous avez parlé des produits, hein, du cisplatine qui était le plus gros pourvoyeur de neuropathie périphérique. Est-ce qu'on peut aussi faire un espèce de pourcentage par type de cancer les plus touchés? Alors, je pense que c'est surtout les cancers gynéco-pelviens. Après, est-ce qu'il y a un deuxième type de cancer qui est... Alors, très bonne question double, Éléonore. Premièrement, effectivement, les hommes, moi, j'ai ce que l'on appelle un biais de recrutement, puisque mon activité, c'est 80% de cancer gynéco-pelvien, avec le Taxol en première ligne, évidemment, le paclitaxel, mais je fais aussi des cancers digestifs. Dans les cancers digestifs, la molécule reine, c'est l'oxaliplatine qui est utilisée dans la vaste majorité des protocoles de chimiothérapie, que ce soit en séquence adjuvante, après avoir opéré un cancer colorectal, ou en situation métastatique, cela fait partie de ce qu'on appelle de notre squelette de chimiothérapie qui est fréquemment utilisé. Ça touche autant les hommes que les femmes. Par argument de fréquence, cancer digestif, cancer séno et cancer gynéco-pelvien, eu égard principalement aux molécules, mais il y a aussi effectivement, selon le type de cancer que vous traitez, typiquement les cancers ORL, beaucoup plus de patients dénutris, donc les toxicités peuvent se maximiser. L'autre chose aussi, c'est qu'en plus, avec l'oxaliplatine, vous avez une toxicité très particulière, par-delà la perte de force motrice et perte de sensibilité au niveau des jambes, d'abord des pieds, qui fait que les patients peuvent avoir des troubles de la marche, des patientes un peu âgées peuvent chuter. C'est aussi ce que l'on appelle les neuropathies au froid. Donc, ça va être très particulier avec une sensation de brûlure en simplement buvant un verre d'eau glacée, en attrapant les aliments au frigo. Donc, c'est la même chose, ça va être une symptomatologie qui peut être très complexe à appréhender. Et quand vous avez, je finirai sur ça, que ce soit une patiente qui a un cancer du sein en adjuvant, c'est-à-dire une maladie localisée que l'on espère mettre en curatif, que ce soit un cancer du côlon en adjuvant que vous traitez par chimiothérapie, vous avez dit à votre patient, très bien, vous êtes en surveillance, au bout de 5 ans, je dirais que vous êtes guéri. Mais qu'au quotidien, vous altérez sa qualité de vie avec la marche, avec des douleurs, avec des troubles fonctionnels, on passe à côté de quelque chose. Il faut vraiment que l'on améliore les choses. Merci. Merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions qui remontent. Philippe, Victor, peut-être vous avez des questions, tant qu'à faire qu'on est au Bah, clinicien à portée de main. alors, nous, les cliniciens Vous les avez déjà SPSS, posées?
on est régulièrement en contact parce qu'on échange, on échange régulièrement et c'est vrai que Stanislas nous a bien comment dire, poussé en nous disant mais attention, attention au chemobrain, attention aux Ouais, problèmes justement. acoustiques, aux problèmes auditifs parce que les neuropathies périphériques, en particulier certains produits comme les sels de platine en particulier, euh, comment dire, ont une incidence sur les problèmes auditifs. Donc c'est des choses auxquelles on est confronté. Donc aujourd'hui, Laurence et l'équipe de recherche ont fait beaucoup de travaux dans le cadre de la démonstration de l'efficacité du produit, que ce soit efficacité vitro, vivo. Donc au niveau de tout ce qui est effet neuroprotecteur, ça, c'est plus à faire. Maintenant, de dire que tout est fait, bah non. Non. Aujourd'hui, quand on parle de chemobrain, bah forcément, ça nous titille. Mais là, c'est pas tout à fait les mêmes modèles, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Donc, on sait qu'on va avoir à travailler. Et je sais que malheureusement ou heureusement, on va dire les deux, on a rentré quelqu'un dans notre board médical qui va nous pousser là-dessus et qui va nous dire il faut pas lâcher. Je l'entends déjà sourire. Mais sur le fond, il a raison. Nous, notre idée c'est, bah oui, on se doit de répondre. Et je pense on a cette opportunité avec cette série de composés. Et c'est en ça que c'est intéressant. Il y a un composé lean, mais il y en a d'autres derrière. Et aujourd'hui, ben, on est au-delà de la douleur. Parce que je pense que ça a été dit, la douleur, malheureusement, c'est quelque chose d'insupportable. C'est trop souvent considéré comme le seul et l'unique paramètre des neuropathies périphériques chimio-induites. Quand je dis le seul et l'unique, bah, il suffit d'aller regarder les grands organismes comme Global Data, qui font toutes les études de marché, et qui vont vous dire il y a 60 produits en développement sur les neuropathies périphériques chimio-induites. Alors effectivement, il y a 60 produits antidouleurs en développement contre les neuropathies périphériques chimio-induites. Quand on regarde du côté des neuropathies périphériques chimio-induites tous les autres symptômes, bah, ça devient le désert. Et là, aujourd'hui, bah, malheureusement, on n'est plus que 3 sociétés à essayer de développer un produit. Alors certains sont plutôt en aspect comment dire, spécifique et associé qu'avec certains produits de chimio. Je pense à des produits qui peuvent s'appliquer qu'avec des taxanes. Nous, on imagine qu'on peut l'associer avec tous les produits de chimio, pas un seul. Et l'aspect préventif pour nous a aussi un deuxième intérêt, c'est de se dire, ben, prévenir, c'est aussi donner la possibilité aux cliniciens d'administrer des doses qu'ils imaginent efficaces et que les patients puissent les supporter, et donc qu'ils n'aient pas à subir une double peine. Parce qu'aujourd'hui, déjà souffrir d'un cancer, c'est déjà beaucoup. Souffrir en plus des effets secondaires du médicament, c'est compliqué. Donc, si on peut donner cette capacité aux cliniciens de disposer de produits leur permettant de faire leur chimiothérapie comme ils l'imaginent, d'atteindre l'objectif, c'est le but qu'on espère pour tous. Bah, nous, c'est notre Graal. Donc sur ces aspects-là, c'est peut-être un peu idéal, enfin, comment dire, c'est peut-être un peu idéaliste, c'est ce que j'ai à dire, mais c'est notre credo, c'est de dire mais il faut que le cancer, on arrive à le gagner, mais dans des bonnes conditions. Et, et peut-être que moi, je suis assez d'accord enfin, avec l'idée de dire si les patientes peuvent dire un mot à la fin sur comment est-ce qu'elles voient les choses, sur le futur, ce qu'elles en pensent, je pense que ça pourrait être pas mal. Enfin, je sais pas ce Mhm. que tu en penses, Julien. Ah oui, très bien, oui. Eh bien, écoutez, il me semble que ce projet va dans le sens d'un travail conjoint entre les chercheurs, les médecins qui nous soignent et les patientes qui vivent avec la maladie et les toxicités de la maladie. Moi, je suis passée par la maladie avec des séquelles à vie. J'ai un lymphœdème du membre inférieur suite au curage ganglionnaire que j'ai eu pendant mes traitements. Ce qui m'amène à vous dire que travailler main dans la main et aussi informer les patients. Informer les patientes de ce qu'ils auront pour le moment en termes de répercussions sur la qualité de vie, en toxicité, c'est très important. Informer, c'est accompagner mieux avant d'avoir un traitement qui un jour sorte sur le marché et qui permette d'éviter ça. Moi, je n'ai pas été suffisamment informée et j'ai mis du temps à retrouver le chemin de ma vie avec ces séquelles à vie. Voilà.
Oui. Merci pour ce témoignage. Nadège, peut-être? Un petit mot également? Ben, ce que je veux dire, c'est que ça donne de l'espoir. Et l'espoir, c'est très important pendant un traitement. Parce que plus on est positif, mieux on supporte les traitements, même s'ils sont difficiles. Donc, il faut qu'on puisse continuer comme ça à gagner dans la direction de l'espoir pour pouvoir mieux aller, mieux supporter les traitements aussi, autant médicaments que moralement. Hmm. Merci beaucoup. Eh bien, je ne sais pas si Philippe, docteur Quesada, si vous voulez rajouter quelque chose, mais sinon, Personnellement, on peut toujours continuer, mais je trouve que vraiment clore ce webinaire par la parole des patientes, c'est ce qu'il y a de mieux. je suis tout à fait d'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous, hein, tous les 5 en ligne et puis toutes les personnes qui nous ont suivis. Le webinaire sera très probablement disponible sur la plateforme. Alors, j'allais dire milieu de semaine, courant milieu de semaine, pour pouvoir justement, vous pouvez en parler autour de vous, le diffuser autour de ça, il n'y a pas de souci, ce sera au contraire, c'est important. Comme Philippe l'a dit, aujourd'hui on a passé un cap important au niveau de la campagne avec le fait qu'on a atteint l'objectif qu'on s'était donné. Néanmoins, on a décidé d'aller encore plus loin, d'aller chercher un peu plus parce que moi, en tant qu'investisseur, je préfère savoir que Philippe et son équipe, ils sont concentrés sur les développements plus qu'à aller chercher de l'argent. Donc tout ce qui est pris maintenant, ça permettra toujours d'aller plus loin et plus vite. Et puis voilà, je vous remercie tous et puis je vous souhaite une excellente soirée. Ah, merci à Merci tous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Bonne bonne Merci. soirée. soirée. Merci, Au Merci revoir. à tous mesdames. pour votre écoute. Au revoir.